Comment dessiner en perspective? Troisième partie, perspective conique. Ce que nous avons vu dans la deuxième partie, nous avons étudié dans la deuxième partie la perspective axonométrique. En effet, après la présentation générale et les schémas illustratifs, nous avons étudié 4 des principales perspectives axonométriques, à savoir l'isométrique, la dimétrique, la trimétrique et l'oblique, connue plus sous le nom de cavalière. Ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Après la présentation, nous allons parler de la perspective conique frontale, de la perspective conique oblique et de la perspective conique aérienne. Avec ces deux vues, la première c'est la perspective aérienne en vue en plongée ou la perspective aérienne vue en contre-plongée. Présentation. Après avoir étudié la perspective axonométrique dans la deuxième partie, nous allons faire de même pour la perspective conique, et ce en passant en revue ses principales spécificités. On se sert de la perspective conique pour dessiner sur un plan un objet, un édifice ou même une scène vue par un observateur à partir d'un point de vue déterminé. Ce point de vue peut être externe si on veut représenter un volume plat, ou interne si on veut représenter un espace creux. Il y a 3 types de perspectives coniques, et ce, selon le nombre de points de fuite. On distingue alors la perspective conique centrale, la perspective conique oblique et la perspective conique aérienne. Remarque, la perspective conique centrale est appelée aussi perspective conique frontale. La position de l'objet par rapport au tableau, c'est-à-dire par rapport au plan de projection, et le nombre de points de fuite déterminent la nature de la perspective conique. Donc, la perspective conique centrale est construite avec un seul point de fuite. La perspective conique oblique est construite avec 2 points de fuite, alors que la perspective conique aérienne est construite avec 3 points de fuite. La perspective conique centrale. Présentation. Dans la perspective conique centrale, qui est dite bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, frontale, la face principale de l'objet à représenter est parallèle au tableau. On dit aussi qu'elle est parallèle au front de l'observateur, d'où l'appellation frontale. Les lignes horizontales perpendiculaires au regard sont parallèles. Les lignes verticales sont également parallèles. Les lignes de fuite, celles qui s'éloignent de l'observateur, rejoignent toutes le même point de fuite PF, situé sur la ligne d'horizon LH, qui, rappelons-le, représente le niveau des yeux de l'observateur. Les lignes de fuite situées au-dessus de la ligne d'horizon descendent vers L, et celles qui sont situées au-dessous de la ligne d'horizon montent vers L. Schéma illustratif. On a représenté sur ce schéma 2 objets en perspective centrale. On voit que sur le premier, qui est au-dessus de la ligne d'horizon, les feuillantes descendent vers cette ligne, alors que le deuxième, qui est en dessous de la ligne d'horizon, les lignes de fuite montent vers la ligne d'horizon. Et si on regarde le deuxième objet du côté droit, c'est-à-dire suivant A, on voit bien que cette face-là, qui est représentée ici, est parallèle au tableau
de projection ou ce plan de projection. Si on regarde ce même objet suivant le plan B, on voit aussi que la face frontale est parallèle au tableau. Exemple 1. On va représenter une halle avec un point de fuite centré. Le cadre, la ligne d'horizon, la ligne verticale pour marquer le point de fuite, les différentes fuyantes, des lignes pour faire la division en parties égales des différentes surfaces, on en parlera dans d'autres vidéos, et les différents éléments de la perspective. D'où l'aspect final de cette halle représentée en perspective centrale avec un point de fuite centré. Deuxième exemple, on va représenter une halle avec un point de fuite décalé. Toujours donc le cadre, le plan, la ligne d'horizon, la ligne verticale, le point de fuite, les différentes fuyantes et les éléments de cette halle. Et l'aspect final de la perspective. Dernier exemple, meuble avec un point de fuite hors cadre. Le cadre, la ligne d'horizon, le point de fuite qui est bien hors cadre, les différentes fuyantes, les verticales, les horizontales et enfin l'élément à représenter. Et son aspect final après représentation en perspective frontale avec un point de fuite hors cadre. La perspective conique oblique. Présentation. La perspective conique oblique est construite avec deux points de fuite. Dans la perspective conique oblique, l'observateur regarde une arête de l'objet à dessiner. Les verticales sont verticales, mais les horizontales convergent vers les points de fuite. Elle est utilisée, c'est-à-dire la perspective conique oblique, elle est utilisée pour représenter deux ou trois faces d'un volume dont aucune n'est parallèle au plan de projection. En observant les volumes à représenter en perspective conique oblique, on s'aperçoit que des lignes de fuite s'éloignent du sujet aussi bien à sa droite qu'à sa gauche, que les lignes du côté droit du sujet rejoignent le premier point de fuite situé à sa droite, que les lignes du côté gauche du sujet rejoignent un deuxième point de fuite situé à sa gauche. Et les lignes verticales restent verticales et parallèles entre elles, bien sûr. Schéma illustratif. Donc nous avons représenté ici un ensemble de bâtiments. Donc on va essayer de voir ces différents points de fuite et sa ligne d'horizon. Et les verticales, comment elles sont positionnées. Donc on voit que sur le côté droit, les fuyantes convergent toutes vers un point de fuite qu'on a nommé PF1, que ce point PF1 est situé à droite de l'objet. De l'autre côté, c'est-à-dire le côté gauche, on a un deuxième point de fuite où convergent les fuyantes de cette partie gauche. Donc, nous avons notre ligne d'horizon, l'ensemble des fuyantes pour les autres éléments constituant cet ensemble de bâtiments, et les verticales. Donc, on voit bien que les verticales sont toujours verticales et parallèles entre elles. Construction. Tracer la ligne d'horizon LH. Tracer l'arête la plus proche de l'observateur. Mettre les points de fuite sur la ligne d'horizon, PF1 et PF2.
Tracez les fouillantes en partant des extrémités hautes et basses de la dite arête jusqu'au point de fuite droite et gauche. À droite, à gauche. Tracez les arêtes les plus éloignées de l'observateur sur les deux faces de l'objet, celle de droite et celle de gauche. Tracez des fouillantes partant des points de fuite vers les dernières arêtes tracées. Deux fouillantes du point de fuite PF1 vers l'arête gauche. Et deux fouillantes du point de fuite PF2 vers l'arête droite. Tracez l'arête du fond de l'objet. Tracez toutes les autres arêtes de la face du dessous et de la face de dessus. Les arêtes de la face du dessous et les arêtes de la face de dessus. Nota bene, en considérant l'objet transparent, toutes les arêtes sont tracées en plein pour une meilleure compréhension de la construction. À retenir pour la perspective conique oblique, tous les points de fuite sont situés sur la ligne d'horizon. Les lignes de fuite descendent vers la ligne d'horizon quand l'objet est au-dessus d'elle et elles remontent quand le sujet est en dessous d'elle. Les lignes verticales de l'objet restent verticales et parallèles entre elles. Perspective conique aérienne. Présentation. La perspective est à 3 points de fuite. Toutes les lignes de l'objet convergent vers un point de fuite différent, c'est-à-dire même les verticales ne sont plus parallèles comme elles le sont dans la perspective conique oblique. On dit que les verticales dans une telle perspective se dirigent vers le zénith ou le nadir. Nous allons rappeler brièvement ce que c'est le zénith ou le nadir. Donc, c'est en complément à la présentation. On a le zénith, c'est le point d'intersection de la verticale passant par un observateur situé dans un lieu donné et de la sphère céleste dans sa partie haute, c'est-à-dire au-dessus de la tête de l'observateur. Le nadir, c'est le point d'intersection de la verticale passant par un observateur situé dans un lieu donné et de la sphère céleste dans sa partie basse, c'est-à-dire sous les pieds de l'observateur. Le sphère céleste, c'est la surface très lointaine dont on ne peut déterminer les distances qui la séparent des astres qui, c'est-à-dire ces astres, en les regardant, nous semblent portés par elle. Schéma. Donc nous avons bien le zénith, c'est-à-dire notre observateur, placé quelque part sur la Terre, la verticale qui le traverse, et vers le haut c'est le zénith, vers le bas c'est le nadir. Un petit schéma sur le sphère céleste entourant la Terre. Revenons à la suite de la présentation de la perspective conique aérienne pour dire qu'elle est utilisée pour mettre en valeur les perspectives représentant des édifices très hauts tels que les églises, les gratte-ciels, les mosquées, les palais, etc. Toutefois, et malgré qu'elle est considérée comme étant plus réaliste que la perspective oblique, elle reste néanmoins inhabituelle pour l'œil humain. En fonction de la position du troisième point de fuite, appelé aussi point de fuite des verticales, par rapport à la ligne d'horizon LH, on distingue deux types de perspectives aériennes.
Si le point, c'est-à-dire si le troisième point de fuite est situé au-dessus de la ligne d'horizon, la perspective aérienne est dite en contre-plongée. Alors que si ce point est en dessous de la ligne d'horizon, la perspective est dite aérienne. La vue en plongée, la perspective en plongée représente la vue qu'on a quand on est en hauteur, et qu'on regarde vers le bas. Donc, la ligne d'horizon doit se trouver en haut du dessin. Les lignes horizontales convergent vers deux points de fuite situés sur la ligne d'horizon. Et toutes les lignes verticales convergent vers un troisième point situé en dessous de la ligne d'horizon, vers le nadir. Nous avons représenté ici un objet et on va vérifier ce que nous venons de dire. Donc on trace les fuyantes vers la droite. On voit bien, donc on a un premier point de fuite. Les fuyantes vers la gauche, donc avec le point de fuite numéro 2. Et les fuyantes des verticales, on voit bien qu'ils convergent vers un point de fuite, PF3, qui est situé en dessous de la ligne d'horizon. Le reste des fuyantes, à droite, à gauche et pour les verticales. Maintenant, la vue en contre-plongée. La perspective en contre-plongée représente la vue qu'on a quand on regarde un objet vers le haut. Donc, la ligne d'horizon doit se trouver en bas du dessin. Et toutes les lignes horizontales convergent vers deux points de fuite situés sur la ligne d'horizon. Et toutes les lignes verticales convergent vers un troisième point situé au-dessus de la ligne d'horizon, c'est-à-dire les lignes verticales convergent vers le zénith. Donc pour la vue schéma pour la vue en contre-plongée, nous avons schématisé cet édifice et regardons bien les différentes composantes de la perspective. On commence par les fuyantes vers la droite, celles vers la gauche. Donc on avait obtenu un premier point PF1, un deuxième point PF2. Regardons maintenant pour les verticales. Elles convergent vers un troisième point PF3 qui est situé au-dessus de la ligne d'horizon. Le restant des fuyantes, droite, gauche et les verticales. Construction. Tracer la ligne d'horizon LH qui, comme toutes les perspectives coniques, représente le niveau de vue de l'observateur. Notre ligne d'horizon. Positionner les deux points de fuite des horizontales sur la ligne d'horizon. Le premier point PF1 et le deuxième point PF2. Positionner le troisième point de fuite en fonction de la vue en plongée ou en contre-plongée. Pour notre cas, on va faire une représentation en plongée. Donc, on a le troisième point de fuite, PF3, il est situé en dessous de la ligne d'horizon. Tracer des fuyantes à partir de PF1 et PF2 pour limiter le haut de l'objet à dessiner. Donc les fuyantes à partir de PF1, les fuyantes à partir de PF2. Tracer le contour du haut de l'objet à dessiner. Tracer des fuyantes pour chaque coin du contour de haut de l'objet à dessiner à partir de PF3. C'est des fuyantes vers les coins du haut de l'objet. Tracer des fuyantes à partir de PF1 et PF2 pour limiter le bas de l'objet à dessiner. À droite, à gauche.
Tracer le contour de bas de l'objet à dessiner. Mettre en relief les faces apparentes de l'objet dessiné. Aspect final de la perspective, donc nous avons bien notre perspective en plongée. Ce que nous allons voir dans la quatrième partie, cette partie sera consacrée à un récapitulatif des perspectives étudiées dans les parties précédentes, à savoir la partie 2 où on avait parlé des perspectives axonométriques, isométriques, dimétriques, trimétriques et obliques, et la partie numéro 3 où on avait parlé des perspectives coniques, c'est-à-dire les perspectives frontales, obliques et aériennes. Comment nous contacter? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne, WebSavoir sur YouTube, ou plutôt m'envoyer un mail sur websavoir@hotmail.fr. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo de cette série consacrée à l'étude des perspectives.